Élise Moreau se souvient encore du bruit, ses béquilles heurtant le pavé, les murmures qui se sont élevés autour d'elle comme une marée montante, et cette phrase qui résonne encore, 1 an plus tard, dans les recoins les plus sombres de sa mémoire. « Je ne vais pas m'occuper d'une estropiée ». La voix de Rémi, ferme, déterminée, assez forte pour que tous les clients élégants attablés près des grandes baies vitrées puissent l'entendre. Assez cruelle pour qu'elle comprenne immédiatement qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle était restée là, au sol, ses mains tremblantes tentant de ramasser ses béquilles pendant que les regards se posaient sur elle comme des jugements silencieux. Personne n'avait bougé, personne n'avait offert son aide. Dans ce quartier chic du vieux Lyon, avec ses restaurants étoilés et ses boutiques de luxe, la pitié était aussi rare que l'authenticité. Rémi Duval, son fiancé depuis 2 ans, l'homme qu'elle croyait connaître, celui qui lui avait promis, pour le meilleur et pour le pire, lors d'un week-end romantique au bord du lac d'Annecy, s'était détourné. Il avait ajusté sa veste de costume gris anthracite, passé une main dans ses cheveux impeccablement coiffés et était entré dans le restaurant sans se retourner. Pas une fois. Ce soir-là, Élise avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Certaines personnes ne vous aiment que tant que vous pouvez briller à leur côté. Dès que vous devenez un poids, même temporaire, même par accident, ils disparaissent comme de la fumée. L'accident avait eu lieu 3 mois plus tôt. Un simple dérapage sur une plaque de verglas en sortant de l'hôpital public de Villeurbanne où elle travaillait comme kinésithérapeute. La fracture complexe du tibia et du péroné avait nécessité 2 opérations et des mois de rééducation. Ironie cruelle pour quelqu'un dont le métier consistait justement à aider les autres à retrouver leur mobilité. Au début, Rémi s'était montré présent. Présent physiquement du moins. Il passait la voir après le travail, apportait des fleurs, prenait des nouvelles. Mais Élise avait rapidement senti le décalage entre ses gestes et son regard. Ce regard qui s'attardait sur ses jambes bandées avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût mal dissimulé. Ce regard qui s'échappait vers la fenêtre chaque fois qu'elle grimaçait de douleur en essayant de se lever. « Tu verras », avait-il dit avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Dans quelques semaines, tu seras comme avant. » Comme avant. Ces mots contenaient toute la vérité de leur relation. Rémi ne l'aimait pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait, une jolie femme souriante à son bras lors des dîners d'affaires, une compagne discrète et élégante qui savait se tenir en société, un faire-valoir parfait pour l'image qu'il cultivait soigneusement, mais une femme avec des béquilles, une femme qui boitait, une femme qui avait besoin d'aide pour monter les escaliers. Cela ne correspondait pas au plan. Les Duval, la famille de Rémi, étaient des gens importants dans les cercles d'affaires lyonnais. Son père, Arnaud Duval, dirigeait une entreprise de promotion immobilière prospère. Sa mère, Colette, présidait des associations caritatives avec le même détachement clinique qu'on pourrait avoir en choisissant une robe de soirée. L'apparence était tout. Le paraître primait sur l'être. Élise le savait. Elle l'avait toujours su, quelque part au fond d'elle-même. Mais l'amour, ou ce qu'elle prenait pour de l'amour, l'avait rendue aveugle. Ce soir-là, devant le restaurant Le Gourmet Lyonnais, sur les pavés humides de la rue Saint-Jean, elle avait enfin vu clair. Les serveurs avaient fini par l'aider à se relever. Un jeune homme aux yeux sombres, probablement en stage, lui avait tendu ses béquilles avec un sourire compatissant. Une femme d'un certain âge, attablée près de l'entrée, avait secoué la tête avec tristesse. Élise s'était éloignée lentement, chaque pas résonnant comme un battement de tambour dans sa poitrine. Elle avait pris le tramway jusqu'à son petit appartement de la Croix-Rousse, grimpé les 4 étages avec une détermination douloureuse, et s'était effondrée sur son canapé. Les larmes étaient venues plus tard, dans le noir, quand la réalité l'avait frappée de plein fouet. Elle était seule, vraiment seule. Le lendemain, Rémi lui avait envoyé un message. Pas un appel, un message. « Je pense qu'on devrait arrêter. Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Tu comprendras un jour. » Voilà. 2 ans de relation, des projets de mariage, des rêves partagés. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Réduit à quelques lignes froides sur un écran de téléphone.
Élise avait pleuré pendant des semaines. Elle pleurait en se réveillant, en faisant ses exercices de rééducation, en voyant des couples se promener main dans la main le long des quais du Rhône. Elle pleurait pour l'homme qu'elle pensait qu'il était, pour la femme qu'elle croyait être à ses yeux, pour l'avenir qui s'était effondré en une seule phrase cruelle. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit au milieu de cette douleur. Elle avait commencé à guérir. Pas seulement sa jambe, bien que la rééducation progressait remarquablement bien, mais son âme. Chaque jour, sans Rémi, était un jour où elle se redécouvrait. Chaque séance de kinésithérapie où elle encourageait ses patients était une leçon qu'elle s'appliquait à elle-même. La vraie force, leur disait-elle souvent, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever encore et encore, même quand tout votre corps vous supplie d'abandonner. Elle ne savait pas encore qu'elle prononçait là les mots qui allaient définir sa propre renaissance. Élise avait repris le travail à mi-temps d'abord, puis à plein temps. L'hôpital public de Villeurbanne l'avait accueillie avec une bienveillance qui contrastait cruellement avec le regard froid qu'elle avait vu dans les yeux de Rémi. Ses collègues ne la jugeaient pas sur sa démarche encore légèrement hésitante ou sur les moments où elle devait s'asseoir pour reposer sa jambe. Ils la voyaient pour ce qu'elle était, une professionnelle dévouée, une femme courageuse, une thérapeute exceptionnelle. Le docteur Lamoureux, son supérieur direct, un homme dans la soixantaine avec des cheveux blancs et des yeux pétillants de bonté, lui avait dit un jour « Élise, vous savez ce qui fait de vous une excellente kinésithérapeute. Ce n'est pas votre diplôme, aussi brillant soit-il. C'est que vous comprenez vraiment la douleur, vous la connaissez intimement. Et ça ne s'apprend pas dans les livres. » Ces paroles l'avaient touché plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. Son service accueillait principalement des patients en rééducation post-opératoire ou post-traumatique. Des personnes qui, comme elle, avaient vu leur vie basculer en un instant. Un accident de voiture, une chute, une maladie soudaine. La fragilité du corps humain ne cessait de la surprendre et de l'émouvoir. Il y avait Madame Fontaine, 72 ans, qui réapprenait à marcher après une prothèse de hanche. Elle arrivait toujours avec des chocolats pour l'équipe et des histoires interminables sur sa jeunesse dans les montagnes de l'Ardèche. Il y avait Thomas, 17 ans, footballeur prometteur dont les rêves professionnels s'étaient envolés avec une rupture des ligaments croisés. Ses yeux portaient cette même tristesse qu'Élise reconnaissait dans son propre reflet quelques mois plus tôt. Il y avait aussi M. Beaumont, un ancien danseur de ballet qui, à 50 ans, refusait d'accepter que son corps ne répondait plus comme avant. Chaque séance avec lui était un combat entre la réalité et le souvenir de ce qu'il avait été. Élise les comprenait tous. Chacun d'eux portait un deuil invisible, celui de la personne qu'ils étaient avant, de la vie qu'ils menaient, des certitudes qu'ils avaient perdues. On ne se contente pas de soigner des muscles et des articulations ici, lui avait confié sa collègue Amélie lors d'une pause café. On répare des âmes brisées. Et parfois, en les réparant, on répare un peu de soi-même. Amélie était devenue sa plus proche amie durant cette période difficile. Contrairement à certaines anciennes connaissances qui s'étaient éloignées après la rupture avec Rémi, preuve que beaucoup d'amitiés n'étaient en réalité que des relations de convenance, Amélie était restée présente, vraiment présente. Elles déjeunaient ensemble presque tous les jours dans la petite cafétéria de l'hôpital, partageaient leurs frustrations professionnelles et personnelles, riaient de choses insignifiantes qui devenaient précieuses dans leur simplicité. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» avait dit Élise un jour, picorant distraitement sa salade niçoise. « Rémi ne m'a jamais vraiment demandé comment j'allais. Je veux dire, vraiment. Il posait la question, mais il n'écoutait jamais la réponse. Ses yeux étaient déjà ailleurs, sur son téléphone, sur sa montre, sur n'importe quoi sauf sur moi. » Amélie avait posé sa main sur celle d'Élise. Les gens comme lui ne savent pas voir au-delà des apparences. Pour eux, l'amour est une transaction. Je te donne mon image parfaite, tu me donnes la tienne. Dès que l'équation ne fonctionne plus, ils partent. Mais ce n'est pas de l'amour, Élise. C'est du narcissisme déguisé en relation. Ces mots avaient résonné en elle pendant des jours. Le soir, dans son appartement de la Croix-Rousse, Élise passait du temps seule. Au début, cette solitude lui pesait.
Elle allumait la télévision pour remplir le silence, elle appelait sa mère à Nice pour entendre une voix familière, elle parcourait machinalement ses réseaux sociaux en évitant soigneusement le profil de Rémi. Mais progressivement, quelque chose avait changé. La solitude était devenue une compagne plutôt qu'une ennemie. Elle avait recommencé à lire, redécouvert sa passion pour les romans psychologiques. Elle cuisinait pour elle-même, pas des plats compliqués destinés à impressionner quelqu'un, mais des recettes simples qui la réconfortaient. Elle prenait de longs bains parfumés à la lavande. Elle écoutait de la musique classique en regardant les toits de Lyon par sa fenêtre. Elle réapprenait à s'aimer. Sa rééducation avançait remarquablement bien. Après 6 mois, elle avait pu abandonner les béquilles. Sa démarche restait légèrement asymétrique, une imperceptible claudication que seul un œil exercé pouvait remarquer. Mais elle marchait, elle était libre. Le docteur Mercier, son chirurgien orthopédiste, avait été impressionné lors de sa dernière visite de contrôle. Franchement, Madame Moreau, vous êtes un exemple pour vos patients. Beaucoup de personnes avec votre type de fracture gardent des séquelles bien plus importantes. Votre détermination a fait toute la différence. Elle avait souri, mais intérieurement, elle savait que ce n'était pas seulement de la détermination, c'était de la nécessité. Elle devait prouver à elle-même plus qu'à quiconque qu'elle n'était pas l'estropié dont Rémi avait eu honte, qu'elle était forte, capable, entière. 1 an après la rupture, l'hôpital lui avait confié la coordination d'un nouveau programme de sensibilisation à la rééducation. L'objectif était d'informer le public sur l'importance de la kinésithérapie dans le processus de guérison, de démystifier les préjugés, d'encourager les gens à ne pas abandonner face aux difficultés physiques. « Vous êtes la personne idéale pour ce projet », lui avait dit le docteur Lamoureux. « Vous avez la crédibilité professionnelle, mais surtout, vous avez vécu ce dont vous parlez. Les gens ont besoin d'authenticité, pas de discours préfabriqués. » Le lancement de la campagne était prévu dans 2 semaines. Il y aurait une conférence de presse, des ateliers publics et un événement inaugural dans un lieu symbolique. Quelqu'un de l'équipe communication avait suggéré le Gourmet Lyonnais, le restaurant chic du Vieux Lyon, parfaitement situé, avec une visibilité maximale. Lorsqu'Élise avait entendu ce nom, son cœur s'était serré, mais elle n'avait rien dit. Retourner là-bas, à l'endroit exact où elle avait été humiliée, où sa vie avait basculé, où elle avait touché le fond, c'était terrifiant. Mais peut-être était-ce aussi nécessaire, peut-être que fermer la boucle signifiait affronter ses fantômes. Elle avait accepté. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Rémi Duval se trouvait exactement au même moment à quelques rues de là, assis dans le bureau froid de son avocat, signant des documents qui actaient l'échec de son entreprise et la perte de presque tout ce qu'il possédait. Le destin, parfois, a un sens cruel de l'ironie. Tout avait commencé 6 mois après sa rupture avec Élise. À l'époque, il s'était senti soulagé, presque fier de sa décision. Il avait raconté à ses amis qu'ils n'étaient plus compatibles, que les choses avaient changé, sans jamais mentionner la véritable raison. Personne ne devait savoir qu'il avait abandonné sa fiancée parce qu'elle boitait. Il s'était rapidement lancé dans une nouvelle relation. Charlotte Fontange, fille d'un promoteur immobilier parisien, correspondait parfaitement à ce qu'il cherchait. Belle, élégante, issue du même milieu social que lui. Leurs photos ensemble sur Instagram collectionnaient les likes. Ils fréquentaient les mêmes cercles, assistaient aux mêmes vernissages, dînaient dans les mêmes restaurants étoilés. Tout était parfait en apparence, mais les apparences, justement, ne suffisent pas à construire une vie. L'entreprise de consulting en stratégie immobilière, que Rémi avait montée 3 ans plus tôt, commençait à montrer des signes de faiblesse. Il avait investi massivement dans des projets ambitieux, comptant sur des clients qui ne s'étaient jamais matérialisés. Les contrats promis tombaient à l'eau les uns après les autres. Les factures s'accumulaient. Son associé, Marc Levasseur, un homme pragmatique qui n'avait jamais vraiment apprécié le style ostentatoire de Rémi, avait tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. « On dépense trop en représentation, Rémi. Les bureaux chics, les voitures de fonction, les déjeuners d'affaires dans des endroits hors de prix, tout ça nous coûte une fortune et ne rapporte rien. Il faut revoir notre stratégie. » Mais Rémi n'écoutait pas.
Pour lui, l'image était tout. Comment convaincre des clients fortunés si on ne montrait pas qu'on appartenait au même monde qu'eux? Il faut inspirer confiance, répondait-il invariablement. Les gens n'investissent pas avec des types qui conduisent une Peugeot d'occasion. Marc avait fini par partir, emportant avec lui les quelques clients fidèles qu'ils avaient encore. Le coup avait été brutal. Les mois suivants avaient été un long naufrage. Rémi avait vidé ses économies personnelles pour maintenir l'entreprise à flot. Il avait emprunté de l'argent à ses parents. Son père l'avait fait avec un regard de profond désappointement qui le hantait encore. Il avait vendu sa voiture de sport, réduit ses dépenses, mais rien n'y faisait. L'entreprise coulait, et lui avec. Charlotte avait disparu dès que les problèmes financiers étaient devenus évidents. Pas de scène, pas d'explication dramatique. Elle avait simplement cessé de répondre à ses messages, bloqué son numéro, et quelques semaines plus tard, il l'avait vue sur les réseaux sociaux au bras d'un autre homme. Un banquier genevois, évidemment. L'ironie ne lui avait pas échappé. Et il avait quitté Élise parce qu'elle ne correspondait plus à l'image qu'il voulait projeter, et maintenant, c'était lui qui était abandonné pour les mêmes raisons. La justice poétique, songea-t-il amèrement, a vraiment un sens de l'humour pervers. Assis dans le bureau de Maître Roche, son avocat, Rémi, signait les derniers documents actant la faillite de son entreprise. La pièce sentait le vieux cuir et le café froid. Par la fenêtre, on apercevait les toits gris de Lyon sous un ciel d'automne menaçant. « Vous êtes jeune, monsieur Duval », dit l'avocat avec une compassion professionnelle. « Vous pourrez rebondir. Beaucoup d'entrepreneurs connaissent des échecs avant de réussir. » Rémi hocha la tête mécaniquement, mais il ne ressentait aucun espoir. Juste une fatigue immense, un vide qui s'était installé en lui et refusait de partir. Il quitta le cabinet juridique et marcha sans but dans les rues du vieux Lyon. Ses pas le menèrent naturellement vers la rue Saint-Jean, cette artère commerçante où il avait l'habitude de déjeuner lorsque les affaires allaient bien. Il passa devant le Gourmet lyonnais et s'arrêta malgré lui. C'était là, exactement là qu'il avait prononcé ces mots terribles il y a 1 an. Le souvenir le frappa avec une violence inattendue, le visage d'Élise, sa confusion, sa douleur, ses béquilles heurtant le sol, les regards des autres clients. Et lui, tournant les talons, fuyant comme un lâche. Pour la première fois depuis des mois, Rémi ressentit quelque chose qui ressemblait à de la honte. Pas le regret calculé de celui qui regrette les conséquences de ses actes, mais une vraie honte viscérale. La prise de conscience brutale qu'il s'était comporté comme un monstre. Il se souvint d'autres moments avec Élise. Sa façon de sourire quand il rentrait tard du travail, même quand il savait qu'elle l'avait attendu des heures. Les petits plats qu'elle cuisinait pour lui alors qu'elle détestait cuisiner. Ses encouragements sincères quand il doutait de ses projets professionnels. Elle l'avait aimé vraiment. Pas pour son argent, pas pour son image, mais pour lui. Et il l'avait jeté comme un objet défectueux. « Monsieur, ça va ?» Rémi leva les yeux. Une serveuse du restaurant le regardait avec inquiétude. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était resté immobile devant l'entrée pendant plusieurs minutes. « Oui, pardon. Je me souvenais de quelque chose. » La jeune femme lui sourit gentiment et retourna à l'intérieur. Rémi s'éloigna, le cœur lourd. Il savait qu'il ne pourrait jamais défaire ce qu'il avait fait. Les mots ne pouvaient pas être retirés. L'humiliation qu'il avait infligée ne pouvait pas être effacée. Mais une pensée obsédante commença à germer dans son esprit. Que devenait Élise? Était-elle toujours à l'hôpital de Villeurbanne? Avait-elle refait sa vie? Était-elle heureuse? Ou portait-elle encore les cicatrices de ce qu'il lui avait fait? Il rentra chez lui, un petit appartement qu'il louait désormais dans le quartier de la Guillotière, loin du standing auquel il était habitué, et se surprit à taper son nom dans la barre de recherche de son ordinateur. Élise Moreau, kinésithérapeute Lyon. Les résultats apparurent rapidement. Un article récent dans le Lyon Capital parlait d'une nouvelle campagne de sensibilisation à la rééducation coordonnée par une jeune kinésithérapeute de l'hôpital de Villeurbanne. Il y avait une photo. Rémi se figea. C'était elle, Élise, mais différente. Ses cheveux étaient plus courts, coupés juste au-dessus des épaules. Elle portait une blouse professionnelle et souriait à la caméra avec une assurance qu'il ne lui connaissait pas.
Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Elle était debout, sans béquille, sans aucun signe apparent de handicap. Mais ce n'était pas cela qui le frappa le plus. C'était son expression, une sérénité, une force tranquille qui rayonnait à travers la photo. Elle avait l'air libre. L'article mentionnait un événement de lancement prévu dans 2 semaines au Gourmet Lyonnais. Le même restaurant. Rémi ferma l'ordinateur, le souffle court. Le destin, décidément, ne faisait rien au hasard. L'équipe de communication de l'hôpital avait transformé ce qui devait être un simple lancement de campagne en un véritable événement médiatique. Il y aurait des journalistes, des représentants d'associations de patients, des professionnels de santé et même quelques personnalités locales sensibles à la cause. Élise devait prononcer le discours d'ouverture. L'idée la terrifiait autant qu'elle l'exaltait. « Tu vas être magnifique », lui répétait Amélie pendant les pauses. « Tu parles avec le cœur, et ça, les gens le sentent. Ne te préoccupe pas de dire les choses parfaitement, préoccupe-toi de les dire sincèrement. » Le docteur Lamoureux lui avait donné un conseil similaire. « Racontez votre histoire, Élise. Pas tous les détails, bien sûr, mais l'essentiel. Les gens ont besoin d'entendre que derrière chaque patient, il y a une vie, des rêves, des peurs. Humanisez la rééducation. Montrez-leur que ce n'est pas juste de la physiologie, c'est de la psychologie, de l'émotion, de la résilience. » Élise passa ses soirées à préparer son discours. Elle écrivit, ratura, réécrivit. Elle voulait trouver le ton juste, ni trop pathétique, ni trop technique. Elle voulait inspirer sans manipuler, toucher sans apitoyer. Un soir, assise à sa petite table près de la fenêtre de son appartement, elle contempla les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. La Saône coulait paisiblement en contrebas, reflétant les réverbères de la Croix-Rousse. Elle pensa à la femme qu'elle était il y a 1 an, brisée, humiliée, perdue, et elle pensa à la femme qu'elle était devenue, forte, confiante, entière. Le chemin entre ces 2 versions d'elle-même n'avait pas été linéaire. Il y avait eu des rechutes, des moments de doute profond, des nuits où elle s'était demandé si elle aurait la force de continuer. Mais elle avait continué, pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas laisser la douleur définir son existence. Elle écrivit ces mots dans son carnet. « La guérison n'est pas un retour à ce que nous étions avant. C'est une transformation vers ce que nous pouvons devenir. » La cicatrice ne disparaît jamais complètement, mais elle peut devenir le témoignage de notre force plutôt que la marque de notre faiblesse. Ces phrases deviendraient le cœur de son discours. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Rémi vivait ses propres tourments. Depuis qu'il avait découvert l'article sur Élise, il ne pensait qu'à elle. L'obsession était devenue insupportable. Il se réveillait la nuit, hanté par le souvenir de sa voix tremblante ce soir-là, de ses yeux remplis de larmes. Il avait essayé de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, qu'il était trop jeune pour porter un tel fardeau, qu'elle comprendrait avec le temps. Mais tous ces mensonges s'effilochaient maintenant. La vérité nue et brutale s'imposait à lui. Il l'avait abandonnée parce qu'il était lâche, parce qu'il préférait l'apparence à la substance, parce qu'il ne savait pas aimer quelqu'un au-delà de ce qu'elle pouvait apporter à son image. Sa mère, Colette, était passée le voir quelques jours plus tôt. Elle avait été choquée de découvrir son appartement modeste, si différent du standing auquel la famille Duval était habituée. « Rémi, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» avait-elle demandé avec un mélange de désapprobation et d'inquiétude. « La vie, maman, la vie m'est arrivée. Ton père et moi, nous t'avions prévenu. Tu as voulu aller trop vite, trop grand, et cette fille, cette... Élise. Oui, Élise, elle n'était pas pour toi de toute façon. Tu as bien fait de rompre. » Rémi avait senti une colère sourde monter en lui. « Bien fait ? J'ai humilié publiquement une femme qui m'aimait sincèrement parce qu'elle avait eu un accident. Tu trouves que j'ai bien fait ?» Colette avait été déstabilisée par le ton de son fils. « Tu dramatises. Elle s'en est remise, j'en suis sûr. Les gens passent à autre chose. Comme Charlotte est passée à autre chose quand j'ai perdu mon argent, comme tous mes soi-disant amis sont passés à autre chose quand je ne pouvais plus les inviter dans des endroits chics. » Sa mère était partie peu après, visiblement contrariée. Mais Rémi s'en fichait. Pour la première fois depuis longtemps, il avait dit ce qu'il pensait vraiment. Les jours passaient et l'obsession grandissait.
Il savait qu'il ne devrait pas aller à cet événement, qu'il n'avait aucun droit de réapparaître dans la vie d'Élise, qu'il ne ferait que rouvrir des blessures qui avaient peut-être enfin cicatrisé, mais une partie de lui, la partie égoïste, celle qui avait toujours tout détruit, voulait la voir, voulait savoir si elle pensait encore à lui, voulait peut-être même, quoi? Être pardonné? Non, il ne méritait aucun pardon. Et pourtant, 2 jours avant l'événement, il se surprit à acheter une chemise neuve, à se faire couper les cheveux, à répéter mentalement ce qu'il pourrait lui dire s'il en avait l'occasion. « Élise, je suis désolé. Je sais que ça ne suffit pas. Je sais que rien ne pourra jamais effacer ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu saches que je regrette profondément. » Les mots sonnaient creux, même dans sa propre tête. Le matin de l'événement arriva trop vite. Élise se réveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle choisit une robe bleu marine simple mais élégante, attacha ses cheveux en un chignon lâche et se maquilla légèrement. En se regardant dans le miroir, elle ne vit plus la femme brisée d'il y a 1 an. Elle vit une survivante. « Tu es prête », se dit-elle à voix haute. « Tu as toujours été prête. » Elle prit le tramway jusqu'au Vieux Lyon, accompagnée d'Amélie et du docteur Lamoureux. Le ciel était d'un bleu éclatant, rare pour un début novembre. Les feuilles dorées des platanes tapissaient les trottoirs de la rue Saint-Jean. Lorsqu'elle arriva devant le Gourmet lyonnais, son cœur fit un bond. Les souvenirs affluèrent, la chute, les regards, la honte. Mais elle respira profondément et franchit le seuil. Cette fois, elle ne tomberait pas. Cette fois, elle était venue pour se relever publiquement, symboliquement, définitivement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au même moment, à quelques mètres de là, caché derrière la vitrine d'une boutique de souvenirs, Rémi Duval la regardait entrer dans le restaurant. Et il se demandait s'il aurait le courage de la suivre. Des banderoles affichaient le slogan choisi par l'équipe, « La force de se relever ». Élise sentit son estomac se nouer en lisant ces mots. Il résonnait avec une justesse troublante dans ce lieu précis, là où elle était littéralement tombée 1 an plus tôt. « Ça va ?» murmura Amélie en lui serrant doucement le bras. « Oui, c'est juste étrange d'être de retour ici. Je sais, mais regarde autour de toi. Ce n'est plus le même endroit. Tu l'as transformé. Aujourd'hui, ce lieu ne représente plus ta chute, mais ton triomphe. » Élise hocha la tête, touchée par les mots de son amie. Les invités commençaient à arriver. Des professionnels de santé en blouse blanche, des représentants d'associations, quelques journalistes avec leurs caméras et leurs carnets de notes. Madame Fontaine, sa patiente préférée, était là aussi, souriant largement et agitant la main dans sa direction. Thomas, le jeune footballeur, s'était déplacé avec ses parents. Même M. Beaumont, l'ancien danseur, était présent, assis au premier rang, avec sa canne élégamment posée contre sa chaise. Voir tous ces visages familiers réchauffa le cœur d'Élise. Ce n'était pas juste un événement professionnel, c'était une célébration collective de la résilience humaine. Le directeur de l'hôpital, M. Girard, un homme corpulent avec une voix de stentor, ouvrit la cérémonie avec un discours convenu sur l'importance de la rééducation dans le système de santé français. Élise écoutait d'une oreille distraite, son esprit déjà concentré sur ce qu'elle allait dire. « Et maintenant, poursuivit M. Girard, j'ai l'honneur de vous présenter la coordinatrice de cette magnifique initiative, une kinésithérapeute exceptionnelle qui incarne les valeurs de dévouement et de persévérance que nous célébrons aujourd'hui. Élise Moreau. » Les applaudissements éclatèrent. Élise se leva et marcha vers le podium. Chaque pas était assuré, stable, puissant. Elle sentait les regards sur elle, mais cette fois, ils n'étaient pas empreints de pitié ou de jugement. Ils étaient pleins d'encouragement et de respect. Elle arriva au micro, posa ses notes devant elle, puis releva la tête et sourit. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire de chute et de relèvement. Une histoire qui commence exactement ici, dans ce restaurant, il y a 1 an. » Un silence attentif s'installa dans la salle. « Il y a 1 an, j'ai trébuché en franchissant cette porte.
J'utilisais des béquilles à l'époque, suite à un accident qui avait gravement endommagé ma jambe. Je suis tombé devant tout le monde, et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que beaucoup de mes patients connaissent, la honte. Pas la honte d'être tombé, les accidents arrivent, mais la honte d'être vulnérable aux yeux des autres. Élise marqua une pause, laissant ces mots résonner. On nous apprend dès l'enfance que la faiblesse est quelque chose à cacher, que demander de l'aide est un aveu d'échec, que montrer sa fragilité est dangereux. Et quand notre corps nous trahit par une blessure, une maladie, un accident, nous ressentons cette honte amplifiée, comme si nous avions failli à une obligation invisible d'être toujours fort, toujours capable, toujours autonome. Dans l'assistance, plusieurs têtes hochaient avec compréhension. Madame Fontaine avait les larmes aux yeux. Mais voici ce que j'ai appris durant ma rééducation et ce que j'apprends chaque jour auprès de mes patients. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber. La vraie force, c'est de se relever, encore et encore, même quand tout votre corps hurle de douleur, même quand votre esprit vous supplie d'abandonner, même quand le monde autour de vous ne comprend pas ce que vous traversez. Élise sentit sa gorge se serrer légèrement, mais elle continua. La rééducation n'est pas juste un processus médical, c'est un voyage psychologique profond. Chaque exercice que vous faites, chaque pas que vous réapprenez, chaque geste que vous réacquérez, tout cela reconstruit non seulement votre corps, mais votre confiance en vous-même. Et souvent, à la fin de ce voyage, vous découvrez que vous êtes devenu quelqu'un de plus fort que celui que vous étiez avant la chute. Les applaudissements commencèrent à éclater, mais Élise leva doucement la main pour indiquer qu'elle n'avait pas terminé. Cette campagne que nous lançons aujourd'hui a pour but de sensibiliser le public à l'importance de la rééducation, mais aussi de briser les stigmates autour de la vulnérabilité physique. Nous voulons créer une société où personne ne se sente diminué parce qu'il a besoin d'aide pour marcher, pour bouger, pour fonctionner. Nous voulons rappeler que derrière chaque béquille, chaque fauteuil roulant, chaque bandage, il y a une personne entière, avec des rêves, des aspirations, une dignité. Sa voix se raffermit encore. Alors aujourd'hui, je me tiens devant vous, exactement à l'endroit où je suis tombé, pour vous dire « Je me suis relevé, nous nous relevons tous ». Et c'est ça, la vraie victoire. L'ovation qui suivit fut spontanée et prolongée. Les gens se levèrent, applaudissant avec une émotion palpable. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de fierté. Elle avait transformé son humiliation en pouvoir. Dehors, derrière la vitre, Rémi Duval avait tout entendu. Il s'était glissé discrètement à l'intérieur après le début de la cérémonie et s'était posté debout au fond de la salle, caché derrière un pilier. Chaque mot d'Élise l'avait frappé comme un coup de poing. Elle parlait de lui sans le nommer. Cette honte qu'elle avait ressentie, c'était lui qui l'avait provoquée. Cette vulnérabilité qu'elle avait dû surmonter, c'était lui qui l'avait exploitée pour justifier sa lâcheté. Il la regardait maintenant, rayonnante sur ce podium, entourée d'admiration et de respect, et il comprenait enfin l'ampleur de sa propre petitesse. Elle s'était relevée, vraiment relevée. Pendant qu'il coulait, elle avait grandi. La honte qui l'avait effleurée quelques semaines plus tôt se transforma en quelque chose de plus profond, le remords. Le vrai remords, celui qui ne cherche pas d'excuses, qui n'attend pas de pardon, qui reconnaît simplement la vérité dans toute sa cruauté. Il avait détruit quelque chose de précieux par pur égoïsme. Et maintenant, il ne pouvait que contempler les ruines de ce qu'il aurait pu être, si seulement il avait eu ne serait-ce qu'une fraction du courage qu'elle avait montré. Lorsque la cérémonie se termina et que les gens commencèrent à se disperser pour le cocktail prévu dans une autre partie du restaurant, Rémi savait qu'il devrait partir, mais ses pieds refusaient de bouger. Il devait lui parler, juste une fois, pas pour demander pardon. Il ne méritait aucun pardon, mais pour reconnaître ce qu'il avait fait, pour qu'elle sache qu'il comprenait, enfin, qui elle était vraiment. Il prit une grande inspiration et commença à se frayer un chemin à travers la foule. Les journalistes voulaient des interviews. Le directeur de l'hôpital l'a présenté fièrement aux représentants de la mairie.
Amélie rayonnait à ses côtés, chuchotant des encouragements entre chaque conversation. C'était un tourbillon d'émotions positives, une célébration qu'Élise n'aurait jamais imaginée un an auparavant. Elle acceptait un verre de jus d'orange des mains d'un serveur lorsqu'elle sentit un changement dans l'atmosphère. Une présence familière, troublante, qui fit naître un frisson désagréable le long de sa colonne vertébrale. Elle se retourna lentement. Et là, à quelques mètres, se tenait Rémi Duval. Le temps sembla s'arrêter. Tout le bruit autour d'elle devint soudainement étouffé, comme si elle se trouvait sous l'eau. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre. Il n'avait pas beaucoup changé physiquement. Toujours grand, toujours les mêmes traits ciselés. Mais quelque chose dans son regard était différent. Il n'y avait plus cette arrogance tranquille qu'elle lui connaissait. Ses épaules étaient légèrement voûtées, comme s'il portait un poids invisible. Leurs yeux se croisèrent. Rémi ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il semblait pétrifié, incapable de faire un pas de plus. Amélie, qui avait suivi le regard d'Élise, comprit immédiatement qui il était. Son visage se durcit. « C'est lui » murmura-t-elle avec une pointe de colère à peine contenue. Élise hocha la tête imperceptiblement. « Tu veux que je le fasse partir ?»« Non. » La voix d'Élise était calme, étonnamment stable. Elle posa son verre sur un plateau qui passait et inspira profondément. « Je vais lui parler. Élise, tu n'as pas à... Je sais, mais je veux le faire. » Elle s'avança vers Rémi avec une grâce qui la surprit elle-même. Chaque pas était mesuré, délibéré. Elle n'était plus la femme qui tremblait de peur et d'humiliation il y a un an. Elle était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. Rémi la regardait approcher et elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir dans ses yeux, de la peur. Il avait peur d'elle, ou plutôt, il avait peur de ce qu'elle allait dire, de comment elle allait le juger. Bien. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, assez proche pour parler sans être entendue des autres, assez loin pour maintenir une distance sécurisante. Rémi. Sa voix était neutre, dépourvue d'émotions excessives. Élise, il déglutit péniblement. Je ne pensais pas que tu... Enfin, je veux dire... » Il s'embrouillait, cherchant ses mots comme un enfant pris en faute. « Que fais-tu ici ?» La question était directe, sans agressivité, mais sans chaleur non plus. « J'ai lu l'article, sur la campagne. Je voulais... » Il s'interrompit, réalisant probablement combien tout ce qu'il pourrait dire sonnerait pathétique. « Je voulais te voir. » Pourquoi ? Le mot tomba comme une pierre entre eux. Rémi ouvrit la bouche puis la referma. Il sembla chercher une réponse, une justification, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à sa présence ici, pour te dire que je suis désolé. Élise le regarda longuement, sans répondre. Elle l'examinait comme on examine un objet curieux dans un musée, avec détachement, avec une curiosité intellectuelle, plutôt qu'émotionnelle. « Tu es désolé », répéta-t-elle lentement. « De quoi exactement ? D'avoir rompu avec moi ? D'avoir dit ce que tu as dit ? Ou d'avoir été assez stupide pour croire que l'apparence était plus importante que la substance. » Rémi tressaillit comme si elle l'avait giflé. « De tout ce que je t'ai fait. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais rien de ce que je t'ai infligé. » Non, en effet, le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qui ne serait jamais dit, de toutes les excuses qui ne suffiraient jamais. « Tu as l'air bien, » dit finalement Rémi, sa voix à peine audible. Plus que bien, tu rayonnes. Oui, je vais bien, très bien même. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une pointe d'ironie, comme tu peux le voir, je ne suis plus une estropiée. Rémi ferma les yeux, le visage contorsionné par la honte. Élise, ces mots, je ne pensais pas. Si, tu les pensais. Sa voix était ferme maintenant, tranchante. Ne te mens pas à toi-même en plus de m'avoir menti. Tu les pensais. Et tu les as dit parce que c'était exactement ce que tu ressentais. J'étais devenu un fardeau, une imperfection dans ta vie parfaitement calibrée. Tu ne voulais pas d'une fiancée qui boitait parce que ça nuisait à ton image. J'étais un imbécile. Oui, tu l'étais. Rémi releva les yeux vers elle, et Élise fut surprise de voir de vraies larmes qui menaçaient de déborder. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je regrette, sincèrement. Je regrette chaque jour. Élise sentit quelque chose remuer en elle, pas de la pitié.
Elle refusait de le plaindre, mais peut-être une forme de compassion détachée. Elle voyait un homme brisé par ses propres choix, hanté par ses propres démons. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Rémi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu n'as pas l'air du businessman prospère qui ne voulait pas être ralenti. » Il eut un rire amer, sans joie. « La vie m'a donné une leçon que j'aurais dû apprendre bien plus tôt. Mon entreprise a fait faillite. Charlotte, ma nouvelle petite amie, m'a quitté dès que l'argent a disparu. J'ai perdu à peu près tout ce qui donnait un sens à mon existence superficielle. Je vois, et pendant tout ce temps, ajouta-t-il avec une sincérité douloureuse, je n'ai pas arrêté de penser à toi, à la façon dont tu m'as regardé ce soir-là, à ce que j'ai détruit, à qui j'ai laissé partir. » Élise croisa les bras, prenant un moment pour absorber ses paroles. « Tu sais ce qui est intéressant, Rémi? Il y a 1 an, j'aurais donné n'importe quoi pour t'entendre dire ces mots. J'aurais pleuré de soulagement. J'aurais peut-être même été assez stupide pour te pardonner et te reprendre. » Elle marqua une pause, le regardant droit dans les yeux. « Mais maintenant, tes excuses ne changent rien pour moi. Parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas besoin de ton pardon ou de tes regrets pour guérir. J'avais juste besoin de me retrouver moi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. » Rémi hocha la tête lentement, acceptant la vérité de ses mots. « Je suis content pour toi. Vraiment. Tu mérites tout le bonheur du monde. » « Oui, je le mérite. » Il y avait une force tranquille dans cette affirmation qui laissa Rémi sans voix. Élise tourna légèrement la tête vers la salle où ses collègues et patients l'attendaient, puis reporta son attention sur lui une dernière fois. « J'espère que tu trouveras ta propre paix, Rémi. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que vivre avec des regrets sans jamais apprendre de ses erreurs, c'est une prison que personne ne mérite. » Elle fit un pas en arrière, s'apprêtant à partir. « Élise, attends !» Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas complètement. « Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner ?» Élise réfléchit à la question, pesant chaque mot de sa réponse. « Le pardon n'est pas quelque chose que tu demandes, Rémi. C'est quelque chose que je choisis de donner ou non, pour ma propre paix intérieure, pas pour ton soulagement. Et honnêtement, je ne sais pas encore si je te pardonnerai un jour. » Elle se tourna enfin vers lui, et son regard était clair, sans colère mais sans tendresse non plus. « Mais ce que je sais, c'est que je ne te laisse plus avoir de pouvoir sur ma vie. Tu fais partie de mon passé, une partie douloureuse, certes, mais juste une partie. Et le passé ne définit pas qui je suis devenu. » Sur ces mots, elle s'éloigna, rejoignant Amélie qui l'attendait avec un sourire fier. Rémi resta immobile, la regardant partir pour la 2e fois. Mais cette fois, ce n'était pas lui qui partait. C'était elle qui choisissait de le laisser derrière. Amélie s'approcha, le regard plein de sollicitude. « Ça va ?» Élise acquiesça, un léger sourire aux lèvres. « Oui, ça va. Mieux que je ne pensais, en fait. » Autour d'elle, la réception reprenait son cours. Les invités discutaient en petits groupes, partageant des témoignages, échangeant des cartes de visite, félicitant encore et encore la jeune coordinatrice de la campagne. Le buffet offrait une variété de petits fours, et les bouchons de bouteilles de jus pétillaient dans l'air. Élise se laissa porter par la chaleur ambiante, cette sensation de communauté et d'estime. Les visages familiers de ses patients et collègues lui rappelaient combien elle avait reconstruit au fil des mois. Le docteur Lamoureux s'avança vers elle, une assiette à la main. « Vous étiez formidable, Élise. Votre discours était... » Il hésita, visiblement ému, d'une vérité bouleversante. Elle remercia, touchée, puis aperçut M. Beaumont, qui l'appelait d'un geste élégant. Il voulait la présenter à une amie musicienne, nouvellement paraplégique après un accident de voiture, venue assister à l'événement en quête d'espoir. Élise échangea quelques mots avec la femme, qui gardait les mains crispées sur ses genoux, le regard inquiet. « Je ne crois pas pouvoir remonter sur scène », confia la musicienne à voix basse, les larmes aux yeux. Élise sourit doucement, s'asseyant à côté d'elle. « J'ai cru la même chose, il y a 1 an. Mais la force, c'est de se donner la permission de rêver à une scène différente. La musique, c'est l'âme, pas les jambes. » La musicienne hocha la tête, bouleversée. Un long silence s'installa entre elles, profond et doux. À quelques pas, Thomas discutait avec un journaliste de la presse locale.
Il parlait de sa blessure, du deuil de ses rêves sportifs, de la manière dont le programme d'Élise l'avait aidé à trouver une nouvelle passion dans l'entraînement des équipes juniors. Sa voix débordait d'enthousiasme simple et sincère. Élise sentit l'émotion monter. Tout ce qu'elle avait traversé, la souffrance, la honte, le travail acharné, la solitude, prenait un sens dans ces moments de partage. « Tu as vu comment ils te regardent tous ?» Amélie guidait Élise vers la sortie du restaurant, là où les visiteurs prenaient l'air sous le porche, refaisant la soirée à voix basse. « Tu n'as plus rien à prouver, Élise. À personne. » Elle ferma les yeux une seconde, savourant les mots. Les cloches de l'église Saint-Jean tintaient doucement. Il y avait dans l'air une paix nouvelle. Élise pensa fugacement à Rémi, à sa silhouette accablée, à la sincérité trouble de ses regrets. Mais la tristesse ne revenait pas. Il n'y avait plus de rancœur, seulement une gratitude pour le chemin parcouru. À ce moment-là, elle sut qu'un vrai tournant venait d'être franchi. Elle était libre, enfin. Sur le chemin du retour, elle marchait lentement sous les lampadaires de la rue de la République, chaque pas résonnant d'une nouvelle assurance. La brise automnale caressait son visage et faisait danser les feuilles mortes sur le trottoir. Arrivée chez elle, Élise se laissa tomber sur son canapé, son sac posé à ses côtés. Elle resta là longtemps, le regard perdu dans les ombres mouvantes projetées au plafond par les lumières extérieures. Le silence de son appartement, autrefois oppressant, avait maintenant quelque chose de réconfortant. Elle pouvait enfin sentir le poids de l'absence de Rémi se dissiper. Plus de messages, plus d'attentes, plus de doutes sur sa propre valeur. Son téléphone vibra. Un message d'Amélie. « Je suis tellement fière de toi. Maintenant, pense à toi ce week-end. On va voir un film ?» Élise sourit, touchée par la sollicitude de son amie. Dans les jours qui suivirent, elle se concentra pleinement sur son travail. La campagne avait créé un véritable engouement, et de nombreux patients affluaient à Villeurbanne à la recherche de conseils, de soutien et d'espoir. Madame Fontaine, ragaillardie par la soirée, proposa d'organiser un groupe de parole pour les personnes en rééducation. Élise accepta avec enthousiasme, imaginant une série de rencontres où chacun pourrait partager son parcours, ses peurs et ses victoires. Le premier groupe se réunit dans une salle lumineuse de l'hôpital, décorée de dessins d'enfants et de tableaux colorés. On y retrouva Thomas, Monsieur Beaumont, la musicienne paraplégique nommée Clara, et d'autres patients que le hasard du destin avait rassemblés. La dynamique était étrange au début. Silence, regard fuyant, gêne palpable. Élise prit la parole, s'ouvrant elle-même. « On ne vient pas ici pour raconter des exploits. On vient ici apprendre à se comprendre, à accepter qu'on est parfois perdu, triste, en colère. Personne n'a à prétendre être fort tout le temps. » Petit à petit, les barrières tombèrent. Clara raconta sa peur de ne jamais retrouver le plaisir du piano. Monsieur Beaumont évoqua la danse comme un souvenir qui lui fait sourire et pleurer à la fois. Thomas parla du manque de mouvement et de liberté, puis raconta comment l'encouragement d'Élise lui avait évité de sombrer dans l'amertume. Les récits se mêlaient au silence confortable, chacun trouvant dans le groupe une forme de reconnaissance et de réconfort impossible à exprimer ailleurs. À la fin de la rencontre, Clara fit glisser ses doigts sur la table, comme sur un clavier imaginaire. « Peut-être que je pourrais rejouer ici, devant vous, la prochaine fois, même si ce n'est pas parfait. » Un rire léger parcourut l'assemblée. Élise sentit un élan de bonheur très pur la traverser. Cette communauté naissante, soudée par la fois la douleur et la résilience, lui donnait le sentiment d'avoir enfin trouvé un foyer, un endroit où chaque faille, chaque cicatrice était accueillie comme la preuve de la vie, non comme un défaut. Après avoir quitté le restaurant ce jour-là, il avait marché sans but pendant des heures à travers Lyon. Ses pas l'avaient mené jusqu'aux berges de la Saône, où il s'était assis sur un banc face au fleuve, observant les reflets tremblants de la ville sur l'eau sombre. Les mots d'Élise résonnaient sans cesse dans son esprit. « Le passé ne définit pas qui je suis devenu. » Elle avait raison, évidemment, mais pour lui, le passé était devenu une prison dont il ne savait pas comment s'échapper. Chaque décision qu'il avait prise, chaque choix guidé par l'orgueil, l'apparence, la superficialité, l'avait conduit exactement là où il se trouvait maintenant. Seul, ruiné, hanté. Les jours suivants furent difficiles.
Il cherchait du travail sans conviction, envoyant des CV qui revenaient systématiquement sans réponse. Son réseau professionnel, autrefois si étendu, s'était volatilisé comme la rosée matinale. Personne ne voulait s'associer à un homme qui avait échoué. Son père, Arnaud Duval, l'avait convoqué dans son bureau un après-midi pluvieux. Le décor était intimidant comme toujours. Boiserie sombre, fauteuil en cuir, vue panoramique sur la ville depuis le 6e étage d'un immeuble cossu de la Part-Dieu. « Rémi, il faut que tu te reprennes », avait dit son père d'un ton sec sans lever les yeux des documents qu'il examinait. « Cette histoire d'entreprise est derrière toi. J'ai un contact qui pourrait t'embaucher dans une firme de gestion immobilière. Poste modeste, évidemment, mais c'est un début. » Rémi avait fixé son père, cet homme qui n'avait jamais su exprimer la moindre affection, la moindre compréhension, au-delà des performances professionnelles et des apparences sociales. « Et si je ne voulais pas de ce poste ?» avait-il osé demander. Arnaud avait enfin relevé la tête, ses yeux froids scrutant son fils avec un mélange d'incompréhension et d'agacement. « Ne pas vouloir, tu n'es pas en position de refuser quoi que ce soit. Tu as dilapidé ton capital, détruit ta réputation, et maintenant tu dois reconstruire. C'est la vie, Rémi. On tombe, on se relève. » Ces mots, « on tombe, on se relève », avaient résonné étrangement. C'étaient presque les mêmes qu'Élise avait employés dans son discours. Mais dans la bouche de son père, ils sonnaient creux, dénués de toute l'humanité et de la profondeur qu'elle leur avait donnée. « Papa, est-ce que tu m'as déjà vraiment vu ?» La question avait surpris Arnaud. Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? Est-ce que tu m'as vu autrement que comme un prolongement de toi-même? Autrement que comme quelqu'un qui devait perpétuer l'image des Duval ?» Un silence inconfortable s'installa. « Rémi, ce n'est pas le moment pour ce genre de conversation existentielle. Tu as des problèmes concrets à régler. » « Non. » La voix de Rémi était calme mais ferme. « C'est exactement le moment. Parce que j'ai passé toute ma vie à essayer de correspondre à tes attentes, à celles de maman, à celles de cette société superficielle, où tout ce qui compte, c'est l'apparence. Et regarde où ça m'a mené. » Arnaud se leva, contrarié. « Si tu es venu ici pour me faire des reproches, je ne te fais pas de reproches, papa, j'essaie juste de comprendre. Comment est-ce que j'en suis arrivé à abandonner la seule personne qui m'a vraiment aimé, parce qu'elle ne correspondait plus à l'image que je voulais projeter ?» Le visage d'Arnaud se durcit. « Tu parles de cette fille, celle qui... Élise. Elle s'appelle Élise. Et oui, je parle d'elle. Tu as fait le bon choix, Rémi. Une femme diminuée physiquement n'aurait fait que te ralentir dans ta carrière. » La colère monta brusquement en Rémi. Une colère saine, libératrice. « Non, j'ai fait le pire choix de ma vie. Et tu sais quoi ? Elle n'était pas diminuée, c'était moi qui l'étais. Moi qui étais tellement petit, tellement superficiel, que je ne voyais pas la force incroyable qu'elle avait. » Arnaud secoua la tête avec dédain. « Tu idéalises le passé. C'est classique après un échec. Non, papa, pour une fois dans ma vie, je vois les choses clairement. » Rémi se leva et se dirigea vers la porte. « Je ne prendrai pas ce poste. Je ne veux plus vivre comme ça. » « Alors comment comptes-tu vivre dans la médiocrité ?» Rémi se retourna une dernière fois. « Je ne sais pas encore, mais au moins ce sera ma vie, pas la tienne. » Il quitta le bureau sans regarder en arrière. Dans l'ascenseur qui descendait, Rémi sentit quelque chose se briser en lui, ou plutôt quelque chose se libérer. Toute sa vie, il avait cherché l'approbation de son père, construit son identité autour des valeurs des Duval, mais ces valeurs l'avaient rendu misérable. De retour dans son petit appartement, Rémi s'assit à sa table de cuisine et sortit un carnet vierge. Il commença à écrire sans réfléchir, laissant les mots couler. Il écrivit sur sa rencontre avec Élise, sur leur relation, sur l'accident. Il écrivit sur sa honte, sa lâcheté, sa fuite. Il écrivit sur Charlotte, sur l'entreprise, sur l'effondrement de tout ce qu'il croyait important. Et il écrivit sur ce qu'il avait ressenti en voyant Élise sur ce podium, cette lumière en elle, cette force tranquille qui lui avait coupé le souffle. Les pages se remplirent rapidement. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait honnête avec lui-même. Quelques jours plus tard, un ami d'université, Laurent, avec qui il avait perdu contact depuis longtemps, le contacta par hasard.
Laurent travaillait dans une association d'aide aux personnes en situation de précarité à Vaux-en-Velin. « J'ai entendu parler de tes difficultés », dit Laurent au téléphone. « Écoute, on cherche quelqu'un pour coordonner des ateliers de réinsertion professionnelle. Le salaire est modeste, mais le travail a du sens. Si ça t'intéresse ?» Rémi hésita. C'était loin, très loin du monde dans lequel il avait évolué. Mais quelque chose dans cette proposition résonnait juste. « Oui, je suis intéressé. » 2 semaines plus tard, Rémi commençait ce nouveau travail. L'association occupait un local vétuste mais chaleureux, rempli de personnes au parcours brisé, cherchant une deuxième chance. En les rencontrant, en écoutant leurs histoires, Rémi comprenait enfin ce qu'Élise lui avait dit. La vraie force n'était pas de ne jamais tomber, mais de se relever. Et peut-être, se dit-il, que lui aussi pouvait apprendre à se relever. La campagne avait eu un effet inattendu. Des dizaines de messages arrivaient chaque semaine, des femmes et des hommes qui racontaient, parfois pour la première fois, leur passage par le handicap, la solitude, la force retrouvée aux marges de la société des valides. Les mots qu'ils employaient résonnaient avec le vécu d'Élise, créant des liens invisibles à travers toute la ville et même au-delà. Parfois, le soir, Élise répondait personnellement à certains courriels, bouleversée par la franchise des récits et par la confiance que tant de parfaits inconnus lui témoignaient. Elle sentait leur espoir, leurs doutes, mais aussi la graine du courage, ce moment fragile où, malgré tout, une personne choisit de se battre encore une fois. Un lundi matin, alors qu'Élise arrivait à l'hôpital, elle trouva un bouquet de pivoine posé sur son bureau. Une simple carte y était attachée. « Merci pour avoir montré que la faiblesse n'existe pas. Clara. » Touchée, Élise remit la fleur dans un petit vase, son cœur gonflé d'une reconnaissance paisible. Elle se disait parfois qu'elle n'était qu'un petit rouage dans la grande mécanique de la vie d'autrui. Pourtant, ces messages lui rappelaient l'importance de chaque geste, de chaque parole, d'un sourire offert au bon moment. En parallèle, le groupe de parole devint un feu sacré. À chaque séance, un nouveau membre s'ajoutait, partageant sa colère, ses peurs, ses victoires minuscules mais vitales. Les histoires de Clara, de M. Beaumont, de Thomas, devinrent des repères pour tous. Élise voyait dans leur progrès une sorte de miracle du quotidien. La façon dont un homme brisé retrouvait la joie de marcher quelques pas, ou comment une enfant qui n'osait plus parler devant sa classe osait hausser la voix, fière, devant le groupe. Le service de rééducation de Villeurbanne devint peu à peu un point de repère, un refuge. D'autres soignants demandaient conseil à Élise, s'inspiraient de sa manière d'accompagner, d'écouter, de donner de la place à la parole et à la vulnérabilité. Un mardi, le directeur de l'hôpital vint frapper à sa porte. « Mademoiselle Moreau, on aimerait que vous présentiez ce modèle de groupe de parole lors d'un congrès national à Paris le mois prochain. Votre travail est remarquable. » Élise sentit le rouge lui monter aux joues. Parler devant des inconnus, experts venus de toute la France, lui semblait un défi vertigineux. Mais cette fois, elle ne céda pas à la peur. « Oui, je le ferai. » Elle pensa à tout ce qu'il avait mené jusque-là. La chute, la honte, la douloureuse traversée du désert intérieur, la façon dont elle avait réappris à faire confiance, et à se faire confiance. Le soir même, Amélie organisa une petite fête surprise pour célébrer la nouvelle. Dans l'appartement d'Élise, transformé en cocon lumineux le temps d'une soirée, les rires résonnaient, les souvenirs se tissaient autour d'un gâteau au chocolat. « Tu ne t'arrêtes jamais d'avancer, hein ?» lança Amélie en trinquant, le regard pétillant de fierté. Élise leva son verre, la gorge serrée d'émotion. Parfois, la seule façon de ne pas tomber, c'est de continuer à marcher. Les amis acquiescèrent, chacun mesurant le poids de ces simples mots. Dehors, la vie suivait son cours. Mais à l'intérieur, Élise percevait, pour la première fois depuis des mois, un sentiment profond de stabilité, un socle sur lequel, enfin, elle pouvait bâtir de nouveaux projets, de nouveaux rêves. L'association où il travaillait désormais accueillait des personnes en réinsertion sociale, anciens détenus, chômeurs de longue durée, réfugiés, personnes en situation de rupture familiale. Chacun portait son fardeau invisible, ses cicatrices cachées, ses rêves brisés. Au début, Rémi se sentait dépassé.
Son rôle consistait à organiser des ateliers de CV, de préparation aux entretiens d'embauche, de développement de compétences. Mais rapidement, il comprit que ce que ces personnes cherchaient n'était pas seulement un emploi. Elles cherchaient de la dignité, de la reconnaissance, une raison de croire encore en elles-mêmes. Il y avait Karim, un homme dans la quarantaine qui avait perdu son travail après un accident de chantier et sombré dans la dépression. Il y avait Fatima, mère célibataire de 3 enfants, qui jonglait entre les petits boulots précaires et les démarches administratives kafkaïennes. Il y avait aussi Marcus, ancien détenu, qui essayait désespérément de reconstruire sa vie malgré le poids du regard des autres. En les écoutant, Rémi voyait des reflets de sa propre chute. Bien sûr, leurs histoires étaient différentes, leurs épreuves souvent bien plus dures que les siennes. Mais le sentiment de solitude, de jugement, d'abandon, cela, il le comprenait intimement. Un après-midi, lors d'un atelier, Marcus prit la parole devant le groupe. « Vous savez ce qui est le plus dur? Ce n'est pas de chercher du travail. C'est de voir dans les yeux des gens qu'ils ont déjà décidé que vous ne valiez rien, que votre passé définit qui vous êtes pour toujours. » Le silence qui suivit fut lourd de compréhension partagée. Rémi sentit quelque chose se briser en lui. Il pensa à Élise, au regard qu'il avait posé sur elle ce soir-là. Un regard qui disait exactement cela. « Tu ne vaux plus rien pour moi. » Après l'atelier, il resta seul dans la salle vide, les chaises encore disposées en cercle. Laurent entra, 2 cafés à la main. « Ça va ?» Rémi accepta le café avec un sourire triste. « Je ne sais pas. Je crois que je commence à comprendre quelque chose. » D'un quoi donc? Que j'ai passé ma vie à juger les gens sur leur apparence, leur statut, leur utilité, et maintenant que je suis de l'autre côté, Laurent s'assit à côté de lui. On apprend tous à notre rythme, Rémi. L'important, c'est d'apprendre. Les semaines passèrent. Rémi s'investissait de plus en plus dans son travail. Il organisait non seulement des ateliers pratiques, mais aussi des moments de partage, inspiré par ce qu'il avait imaginé des groupes de parole d'Élise. Il encourageait les participants à raconter leurs histoires, à exprimer leurs peurs, à célébrer leurs petites victoires. Et petit à petit, quelque chose de magique se produisait. Ces personnes, que la société avait mises de côté, retrouvaient leur voix. Karim trouva un emploi dans une entreprise de logistique qui acceptait d'embaucher des travailleurs avec des limitations physiques. Fatima obtint une formation qualifiante en comptabilité. Marcus commença à donner des ateliers de menuiserie dans une association de quartier. Chaque succès remplissait Rémi d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie dans ses années de consulting. Ce n'était pas la satisfaction égoïste de gagner de l'argent ou de briller socialement. C'était la satisfaction profonde de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Un soir, en rentrant chez lui, Rémi s'arrêta devant une librairie du quartier de la Guillotière. Dans la vitrine, un livre attirait son attention, La résilience, l'art de se relever. Il entra et l'acheta. Cette nuit-là, il lut jusqu'à l'aube, découvrant des concepts qu'il n'avait jamais vraiment compris auparavant. La résilience n'était pas l'absence de souffrance, mais la capacité à transformer cette souffrance en force. Ce n'était pas oublier le passé, mais apprendre à vivre avec, à en tirer des leçons plutôt que de le laisser vous définir. Il pensa à Élise, à sa transformation incroyable, à la façon dont elle avait pris son humiliation et en avait fait un tremplin pour aider les autres. Et il se demanda s'il serait un jour capable de faire de même. Le mois suivant, l'association organisa une journée portes ouvertes pour présenter ses activités au public et aux potentiels financeurs. Rémi coordonnait l'événement, nerveux mais déterminé. Des dizaines de personnes vinrent visiter les ateliers, rencontrer les bénéficiaires, écouter leurs témoignages. L'atmosphère était chaleureuse, empreinte d'espoir et de solidarité. En fin de journée, alors que Rémi rangeait les chaises, Laurent s'approcha avec un sourire énigmatique. « Tu ne devineras jamais qui vient de m'appeler. »« Qui ?»« L'hôpital de Villeurbanne. Ils veulent développer un partenariat avec nous pour aider les patients en rééducation à se réinsérer professionnellement. Apparemment, c'est une initiative portée par leur coordinatrice de campagne. » Le cœur de Rémi s'arrêta. « Élise, je crois qu'elle s'appelle comme ça, oui. Élise Moreau, tu la connais ?» Rémi ferma les yeux un instant,
submergé par un mélange d'émotions contradictoires. « Oui, je la connais. » Laurent le regarda curieusement. « Il y a une histoire, n'est-ce pas? Une longue histoire. Tu veux que je gère le partenariat moi-même ?» Rémi hésita. Chaque fibre de son être lui disait de fuir, de ne pas rouvrir cette porte. Mais une petite voix, nouvelle, fragile mais persistante, lui murmurait autre chose. Peut-être que la rédemption n'était pas d'éviter les conséquences de ses actes, mais de les affronter avec humilité. « Non, dit-il enfin, je vais le gérer, si elle accepte de travailler avec moi. » Laurent hocha la tête, comprenant qu'il y avait là quelque chose de profondément personnel. « D'accord, je vais organiser une première réunion. » Rémi acquiesça, le cœur battant. Dans quelques jours, il reverrait Élise. Pas par hasard cette fois, mais dans un cadre professionnel pour un projet commun. Il ne savait pas comment elle réagirait. Il ne savait même pas s'il méritait cette chance de croiser à nouveau son chemin. Mais une chose était certaine. Il n'était plus le même homme qu'il avait abandonné 1 an plus tôt. Et peut-être, juste peut-être, cela comptait pour quelque chose. Élise reçut l'invitation sans savoir qui serait le coordinateur du projet côté association. Le nom de Laurent ne lui disait rien. Dans la salle de réunion, entourée de ses collègues et du directeur, elle se concentra sur les dossiers, les idées à présenter, les objectifs à formuler clairement. La porte s'ouvrit, Laurent entra, accompagné d'un homme qui peinait à masquer son anxiété. Après une poignée de secondes, Élise reconnut Rémi. Elle ne montra rien. Ni surprise, ni malaise. Elle se contenta de le saluer sobrement, son visage empreint de la sérénité acquise au fil des mois. « Bonjour Rémi ». Le directeur, ignorant leur histoire, les présenta l'un à l'autre officiellement. « Mademoiselle Moreau, Monsieur Duval vient avec une belle expérience du monde associatif. » La réunion débuta. Les échanges étaient professionnels, précis, parfois animés autour des sujets de financement ou de méthodologie, mais toujours cordiaux. Rémi se montrait compétent, posé, à 1000 lieues de l'homme pressé, arrogant et superficiel qu'Élise avait connu. Ses interventions étaient tournées vers la réalité concrète des bénéficiaires. Il avait le geste encourageant, le regard attentif. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il valorisait les expériences des autres plutôt que d'imposer les siennes. Élise remarqua ce changement, sans en tirer de conclusion hâtive. Elle restait concentrée sur l'essentiel, le projet. À la pause, alors que les autres sortaient pour prendre un café, Rémi s'attarda près de la fenêtre où Élise observait la cour verdoyante de l'hôpital. Il s'approcha avec hésitation. « Merci de ne pas avoir demandé à quelqu'un d'autre de gérer la réunion. » Élise s'autorisa un sourire léger. « Ce projet est important. Ce qui compte, c'est qu'il fonctionne pour les gens qui en ont besoin. » Un silence confortable s'installa. « Je voudrais juste te dire que ce que tu as accompli ici, c'est impressionnant. » Élise détourna le regard vers lui, le poids du passé désormais apaisé dans sa poitrine. « Ce que j'ai accompli, je le dois en partie à toi. » Rémi parut bouleversé. « Comment ça? Tu m'as obligé à me relever, à prouver à moi-même que j'étais plus forte que ce que tu voyais. Alors, même si ce fut douloureux, je me suis reconstruite, et c'est ce qui rend ce travail possible aujourd'hui. » Elle le regarda en face, calme. « Je ne te remercie pas pour ta cruauté, mais je me félicite d'y avoir survécu. » Rémi acquiesça, la gorge serrée. « Je comprends. » Ils retournèrent à la réunion, chacun portant en lui la trace invisible d'une vieille blessure cicatrisée, mais désormais source de courage. Après le départ de l'association, Amélie rejoignit Élise dans son bureau. « Ça a été ? » ?»« Oui, il a changé. Nous avons changé. Je crois qu'il ne représente plus rien pour moi, sinon le rappel que la vie ne nous doit aucune facilité, mais parfois nous offre une chance de devenir qui nous devrions être. » Amélie sourit, rassurée. « Tes groupes de parole, lui, ce projet, tout ce que tu entreprends aujourd'hui, c'est la réponse la plus lumineuse qu'on puisse offrir à la douleur. » Élise acquiesça, son regard tourné vers l'avenir. Un avenir qu'elle sentait enfin possible, libre de l'ombre de Rémi, guidée par sa propre lumière. Élise coordonnait avec énergie les groupes de parole, tout en s'assurant que les patients les plus fragiles bénéficient dès leur sortie d'hospitalisation d'un accompagnement vers la réinsertion. L'association, portée par l'impulsion de Rémi et Laurent,
ouvrait de nouveaux ateliers centrés sur la confiance en soi, les aptitudes sociales et la gestion du stress, adaptés aux personnes ayant vécu des traumatismes physiques ou psychologiques. Lors d'une première session commune, Clara, la musicienne paraplégique, proposa d'organiser un atelier de découverte musicale. Les participants se réuniraient autour d'instruments simples, explorant l'expression par le son et le rythme, sans aucun jugement sur la capacité physique, uniquement sur le plaisir de participer. Ce jour-là, la salle était animée d'une énergie vibrante. Karim tapait doucement sur un tambourin. Fatima chantonnait une mélodie inspirée de son enfance. Marcus s'essayait à la guitare en riant de ses fausses notes. Clara guida le groupe avec bienveillance, encourageant chacun à oser sortir de sa réserve. Élise observait tout, bouleversée, sentant que le fruit de ses combats ne se trouvait pas seulement dans la médecine, mais dans cette force invisible qui reliait les êtres humains par la vulnérabilité. À la fin de l'atelier, Rémi vint la rejoindre près de la fenêtre ouverte sur la cour. « Je crois que je comprends enfin ce que tu essayais de m'expliquer, » dit-il, le regard sincère. Ce n'est pas la rééducation qui sauve, mais la capacité à se reconnaître dans la fragilité des autres. Élise sourit, sereine. La fragilité est le début du courage. Ils restèrent là un instant, enveloppés par les voix et les rires qui s'échappaient de la salle. Quelques jours plus tard, Élise reçut la confirmation officielle de son invitation au Congrès de Paris. Elle travaillait fébrilement sur sa présentation, soutenue par Amélie et Clara, qui relisaient ses discours, proposaient des idées, l'entouraient d'une affection joyeuse. Le soir, après une séance particulièrement émouvante au groupe de parole, Madame Fontaine lui écrivit une lettre manuscrite. « Chère Élise, tu es la preuve qu'il n'y a pas de handicap qui résiste à la dignité humaine. Merci de nous avoir montré que la lumière vient surtout de l'intérieur. » En rentrant chez elle, Élise s'arrêta sur les quais de la Saône, goûtant le silence doux du fleuve endormi. Elle se sentait entière, et pour la première fois, elle n'associait plus son histoire à une chute, mais à une ascension, une transformation patiente et puissante. Un chemin dont elle ne connaissait pas tous les détours, mais où chaque pas avait valeur de victoire. Dans l'amphithéâtre du centre hospitalier, les rangées étaient pleines de médecins, soignants, psychologues et patients venus de toute la France. Élise attendait son tour en coulisses, le cœur vibrant d'émotion et d'une légère appréhension. Clara et Amélie l'accompagnaient, veillant sur elle avec la complicité discrète de vrais amis. Rémi avait envoyé un message de soutien le matin même, simple et sincère. « Ce que tu apportes compte. Merci. » Lorsqu'Élise monta sur scène, un silence respectueux s'installa. Elle commença sans note, d'une voix posée et claire. « J'ai été patiente avant d'être thérapeute. J'ai connu la douleur, l'humiliation, la honte. J'ai cru tomber, jusqu'à découvrir qu'il existe un courage tranquille que rien ne peut altérer. Ce courage, je le retrouve chaque jour dans le regard de mes patients, dans leur envie de se relever malgré tout. » Elle raconta son histoire, sans détour, évoquant la chute, la phrase cruelle qui avait changé sa vie, la reconstruction lente. Elle parla du travail collectif des groupes de parole, de la puissance des liens créés par la vulnérabilité partagée. Nous sommes plus qu'un corps blessé. Nous sommes des êtres capables de transformer la douleur en force, la honte en fierté. Personne n'est à jamais condamné à la solitude ou à la fragilité. Nous avons tous le droit et le devoir de chercher la lumière, même au fond du tunnel le plus sombre. Des applaudissements jaillirent, puis la salle se leva pour une ovation debout. Élise sentit ses yeux se remplir de larmes, non de tristesse, mais du soulagement d'un chemin enfin reconnu, enfin partagé. Après sa présentation, elle fut entourée de collègues et de patients d'autres hôpitaux, tous désireux de partager leurs expériences, de demander conseil, de raconter leur propre parcours. Dans la soirée, Élise se promena seule sur les quais de la Seine, goûtant l'air frais, le bourdonnement lointain de la ville. Elle pensa à ce voyage d'1 an, de la chute à la renaissance, à Rémi qui avait été le déclencheur de sa métamorphose, mais n'en était plus ni le héros ni le juge, à Clara, à Amélie, à tous ceux qui avaient croisé et enrichi sa route. Son téléphone vibra une dernière fois. Un simple message de Rémi. « Je te souhaite la paix. Merci d'avoir été pour moi aussi une lumière dans la nuit. » Élise sourit,
le cœur apaisé. Elle n'attendait plus rien, ne regrettait plus rien. Elle se sentait enfin libre. La Seine brillait sous les lumières de la ville. Elle se dit que la vie, parfois, ne donne pas de seconde chance. Mais pour ceux qui acceptent de tomber et de se relever, chaque jour peut devenir le premier d'une vraie liberté. Elle rentra à l'hôtel, entourée de cette lumière intérieure qui, désormais, ne la quitterait plus.